Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Once Upon a Time. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Première Guerre mondiale et nous avons l'immense chance d'accueillir 3 soldats. Un Britannique nommé Thomas, un Allemand nommé Monsieur Kapler et pour finir, un Canadien nommé Hector. Avant de commencer cette interview, je vais rapidement vous parler des alliances de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914 après l'attentat de Sarajevo. Les deux camps sont, le premier, la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et un peu plus tard de l'Empire ottoman. L'Italie devait normalement rejoindre cette alliance, mais elle a décidé de ne pas y prendre part. Et il y a aussi la Triple Entente, composée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie. Ils vont être rejoints un peu plus tard par le Japon et les États-Unis. Maintenant que vous savez ces alliances, nous allons commencer cette interview. Monsieur Kepler, un Allemand, va commencer. Monsieur Kepler, quelle est votre expérience des fils barbelés? Merci de me recevoir. Le fil barbelé pour nous, les soldats allemands, il a toujours fait partie de la guerre. C'était très facile à mettre en place et quasiment impossible à détruire avec les bombardements. C'était donc un cauchemar quotidien pour nous, mais je me rappelle une nuit de juin 1917 où j'avais passé des heures à poser des rouleaux de barbelés dans la boue et dans l'obscurité. Puisqu'on ne pouvait pas déposer le fil barbelé, on pouvait déposer le fil barbelé que la nuit pour ne pas recevoir de feu ennemi direct. Mes camarades et moi devions ramper, traversant les lignes du No Man's Land, en coupant les fils ennemis avec des pinces, tout en évitant de se faire repérer. Nous savions que les Français eux aussi installaient leurs barbelés en même temps, donc nous savions qu'on pouvait les rencontrer. Mais plus que les installer, traverser les barbelés était encore plus terrifiant. Je me rappelle que lors d'une offensive en 1918, près de Cambrai, les rouleaux de barbelés bloquaient notre chemin. Les artilleries ne les avaient pas détruits. Mais en essayant de les franchir, des morceaux de métal nous entaillaient la chair, ce qui ralentissait notre avancée et nous exposait aux tirs de mitrailleuses. Les barbelés causaient des blessures vraiment très douloureuses, avec des lacérations profondes, qui étaient prônes à l'infection et qui pouvaient parfois être mortelles. Merci Monsieur Kepler. À présent, nous allons passer à Monsieur Hector, un Canadien. Monsieur Hector, quels moments ont rendu votre vie difficile dans les tranchées? Merci de me recevoir. Moi, je viens de Lunenburg, une région en Nouvelle-Écosse, donc au Canada, qui est dans le pic du sud-est du pays. Et donc, forcément, c'est très loin de là où je me suis retrouvée déportée volontairement pour participer à la guerre de 14-18. Il est très logique que parmi les plus grands conforts que j'ai reçus pendant la Première Guerre mondiale, quand j'étais dans les tranchées, j'ai reçu beaucoup de lettres de famille et d'amis qui m'ont aidé à rester connectée à ma vie d'autrefois, donc qui m'ont donné un sens d'appartenance à quelque chose. J'avais l'impression de toujours être impliquée dans ma vie d'avant. Et évidemment, ils m'envoyaient aussi des colis, dont par exemple des chaussettes propres, de la nourriture, des livres pour passer le temps ou des bonbons. Je me suis fait beaucoup d'amis dans les tranchées, des soldats comme moi qui étaient venus d'autre part ou même des soldats qui étaient déjà là-bas. J'ai découvert d'autres cultures, des différentes histoires. On a beaucoup parlé, on s'est raconté des blagues. Parmi les moments difficiles, c'était une des choses principales qui nous aidait à tenir. On a fait des jeux ensemble, des jeux de cartes surtout. On a aussi fait de la musique. Moi, je me suis découvert une passion pour la guitare, ce qui était un peu particulier. J'avoue que je ne m'y attendais pas en allant me faire déporter à la guerre d'aimer la guitare comme ça, mais c'est quelque chose qui est resté avec moi même après tout ce temps. Et une autre chose qui nous a aidé plus sur un plan général, c'est l'invention des casques Brody, qui étaient des casques comme les autres, mais plus confortables et qui apportaient plus de protection. Donc c'était très pratique et ça nous a aidé un peu à surmonter la guerre, de certaine manière. Merci Monsieur Hector. À présent, nous allons passer à Monsieur Thomas, un Britannique. Monsieur Thomas, comment avez-vous survécu face à la faim et à la soif durant cette guerre? C'était un véritable enfer. Les rations qu'on recevait étaient souvent insuffisantes. Je me souviens qu'on mangeait du pain dur, parfois moisi, et de la viande en conserve. Mais à cause des bombardements, il était courant de ne rien recevoir pendant 2 jours. Pendant une semaine entière, je n'ai mangé que des biscuits secs qu'on appelait dog biscuits parce qu'ils étaient aussi durs que de la pierre. Quand on recevait de la soupe, elle était souvent froide et mélangée à de la boue, car tout autour de nous était trempé et sale. En ce qui concerne de l'eau, c'était encore pire.
On devait parfois boire de l'eau stagnante dans des trous pleins de boue et de saleté. J'ai vu des personnes tomber malades à cause de l'eau contaminée. C'était un véritable défi de ne pas mourir de faim ou des maladies liées à la soif. Souvent, la vin qu'ils nous donnaient était la seule boisson propre, mais des millilitres par jour, ce n'était pas assez pour oublier la soif. Merci, Monsieur Thomas, pour nous rappeler que, avant tout, la guerre est un combat qui tue de nombreux hommes. Nous allons repasser à Monsieur Kepler. Monsieur Kepler, quel était le rôle des soldats logistiques? Même si vous n'en étiez pas un, vous en connaissez beaucoup. J'en ai eu plusieurs camarades que je connaissais qui étaient soldats de logistique. Les soldats de logistique pendant la guerre, c'était généralement ceux qui faisaient le plus et qui parlaient le moins. Sans eux, on savait qu'on n'aurait ni eu de la nourriture, ni des balles sur le front. Mais pour eux comme pour nous, la guerre était plus dure pendant les grandes batailles. Je me rappelle particulièrement de la bataille de la Somme en 16, où les bombardements de l'entente ont été tellement longs, ils duraient plus d'une semaine, qu'au début de l'offensive, toutes les infrastructures de transport avaient été détruites, en plus d'une boue conséquente. Ils étaient donc forcés d'acheminer les vivres et les munitions par chevaux. On a eu de la chance que cela n'a pas duré, puisque les routes ont rapidement été reconstruites. Mais même après que la reconstruction ait eu lieu, les soldats de logistique devaient organiser les convois, superviser les chargements et les déchargements et s'assurer que rien n'était perdu. Ils utilisaient d'abord les trains pour amener des grandes quantités de munitions et de vivres dans les dépôts d'armement qui n'étaient pas loin du front. Puis ils devaient apporter personnellement au front, soit en camion, soit en cheval, les vivres au front, souvent sous le tir ennemi de l'artillerie. On savait tous que sans eux, on n'aurait pas pu tenir le coup au front. Merci Monsieur Kepler pour nous présenter les arrière-plans de cette terrible guerre. Nous allons repasser à Monsieur Hector. Monsieur Hector, vous nous avez présenté les points positifs de la guerre, de ce qui vous a apporté, mais avez-vous souffert de traumatismes liés aux obus? Ah bah bien évidemment, la guerre c'est terrible, ça dévore une personne de l'intérieur. L'obusite, c'est terrible en fait, c'est un choc qui vient après l'explosion d'obus, les explosions qui sont incessantes, jour et nuit, tout le temps. On est tout le temps dans l'anticipation, mais pas une anticipation comme quand on attend un cadeau. Non, c'est une anticipation, on sait que quelque chose de terrible va arriver, on ne sait pas si on va le survivre. J'ai vu mes camarades tomber, j'ai vu des animaux brûlés vivants suite au choc, j'ai vu du sang partout, surtout du sang en fait. C'est partout, ça nous dévore, ça nous terrifie. Des années plus tard, j'ai encore des souvenirs en fait, c'est très dur pour moi d'en parler. La guerre était dans nos têtes tout le temps. Même maintenant, quand j'entends un bruit, je sursaute, j'ai peur alors que je sais que c'est irrationnel. La terreur qui s'empare de nous, c'est une terreur inhumaine. C'est terrible. Je suis désolée, je ne peux plus en parler. Merci Monsieur Hector. Nous comprenons totalement et nous respectons votre choix. À présent, nous allons passer à Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, comment avez-vous fait pour tenir psychologiquement durant cette terrible guerre? Honnêtement, c'était surtout la pensée de ma famille qui me permettait de tenir. Chaque jour, dans la boue et la terreur, je pensais à ma femme et à mes enfants. Leur image m'accompagnait en permanence. C'était pour eux que je continuais à me battre. Dans les moments les plus durs, c'était leur amour qui me donnait la force de continuer. Je me disais que je devais suffire pour les retrouver, les serrer à nouveau dans mes bras. Quand tout semblait s'effondrer autour de moi, leurs souvenirs étaient comme une lumière, quelque chose de pur à quoi je me raccrochais. C'était cette pensée, cet espoir de les revoir qui me permettait de garder l'espoir, de ne pas céder à la peur ou au désespoir. Merci Monsieur Thomas. Nous remercions, cette interview va toucher à sa fin. Nous remercions donc Monsieur Kepler, Thomas et Hector d'avoir bien voulu participer en nous donnant leur témoignage unique. Merci à vous d'avoir écouté et nous espérons que vous aurez appris quelque chose d'intéressant. Once upon a time.